C'était quoi ton plus gros coût? J'ai fait une prestation à un peu plus de 50 000 euros. Combien de livrables? Très peu, 3 livrables, 30 secondes, mais très élaboré. Tu m'as expliqué que ta prestation moyenne, c'était 6 000 euros. Une prestation comme celle-là, j'en ai entre 1-2 par mois, sachant que c'est pas régulier. On va aller chercher des clients et proposer des services complémentaires à la vidéo. C'est aussi une des clés de voûte pour pouvoir vraiment développer son activité. On est passé de YouTube comme plateforme dédiée vidéo à Instagram qui est devenu maintenant la référence absolue. Et donc le format est passé de l'horizontal à un format vertical. Et effectivement, maintenant, c'est ce qui domine la majorité. On est sur un total de 230 000 euros. L'augmentation du chiffre d'affaires, là, c'est quand même un x10 en l'espace de 5 ans à peu près. C'est hyper prometteur. Je mets un point d'orgue à ne pas me dire combien de temps ça va me prendre. Je ne veux pas facturer le temps que je vais passer. Pour moi, je facture à la valeur que j'apporte au client. Greg, bienvenue dans Combien ça gagne. Je suis super contente que tu sois là, bienvenue. Je pense que ça fait depuis le début de Combien ça gagne qu'on veut faire cet épisode Combien ça gagne un vidéaste. Donc après, tu as 1001 manières d'être vidéaste, mais je suis très impatiente de connaître et comprendre un peu mieux la tienne. Avant qu'on rentre dans le dur et dans tous les détails et que je te bombarde de questions, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et m'expliquer ton activité et le périmètre un peu de ton métier? Je suis effectivement vidéaste. J'ai commencé dans un domaine qui avait absolument rien à voir. Je faisais de la stratégie marketing dans le domaine du luxe. Aujourd'hui, le périmètre de mon métier, il est défini en 2 grands pans. Le premier, c'est de la vidéo B2B, la vidéo corpo. Et la seconde partie, c'est plutôt de la vidéo dédiée à l'industrie du luxe. Donc ça peut être de l'hôtellerie, de la parfumerie. Je travaille avec des designers, des architectes d'intérieur. 2 vraiment parties de mon métier. Je suis tombé dans ce métier complètement par hasard. Je faisais donc de la stratégie marketing. J'étais en master. Je m'ennuyais un peu en fait de master, pour être tout à fait honnête. Et j'ai un ami qui faisait du consulting qui m'a dit: j'ai plein de boîtes qui me demandent de faire de la vidéo. Est-ce que tu voudrais pas essayer de faire des vidéos? J'avais jamais touché une caméra professionnellement. J'avais jamais touché un logiciel de montage. En fait, j'ai emprunté le caméscope de ma mère à l'époque pour Déjà, le terme caméscope, on sent que c'était il y a longtemps. C'est un petit bout de temps maintenant, ouais. C'était un petit bout de temps et c'était un caméscope 4K de la Fnac, un truc super classique. Je suis parti comme ça sur un coup de tête avec mon ami pour aller enregistrer un DG d'une boîte qui vend des plantes sur Internet. Et je faisais ça pour le compte d'une entreprise qui vend des sites, enfin une solution SaaS de création de sites web. L'image était affreuse, concrètement, c'était horrible. Mais comme j'avais les bonnes clés pour pouvoir poser les bonnes questions, réussir à avoir le bon contenu marketing, finalement la boîte cliente était plutôt contente, même si l'image était vraiment pas terrible. Et en fait, je suis devenu passionné de ce métier. J'ai tout appris en regardant des vidéos YouTube, en expérimentant, en testant sur des vrais projets. Du coup, voilà, j'en suis arrivé là. Ça fait maintenant 5 ans. 5 ans que je fais ce boulot. 5 ans, ok. Donc, tu t'es lancé tout de suite directement à ton compte. Ouais, exactement. Tu as une société, tu n'es pas auto-entrepreneur, tu as une société. J'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur. Ouais. Forcément, en sortant d'études, j'avais pas envie de monter immédiatement une structure. Je voulais tester un peu le business et voir comment ça fonctionnait. Donc, j'ai commencé avec une petite structure d'auto-entrepreneur. Et à terme, pour gagner en légitimité et pouvoir mesurer à des vraies agences, on va dire, j'ai monté une URL que j'ai encore actuellement et qui m'a permis de me vendre comme étant une agence. Tu es tout seul, finalement. Je suis tout seul, exactement. Tu n'as pas de salarié, on est d'accord? 0 salarié. Et donc, tu as dans ta structure 2, entre guillemets, sous-structures, peu importe leur forme juridique et tout, mais tu as cette partie qui est très corpo et cette deuxième partie qui est plus... Exactement. En fait, il y a une structure, donc Vidéo Content, qui est mon entreprise originale, qui faisait que du contenu B2B, donc du contenu corpo. Ça peut être des témoignages clients, des vidéos événementielles, des vidéos de présentation de produits, de solutions, beaucoup pour des startups. Petit à petit, en fait, dans mon parcours, j'ai commencé à avoir des demandes pour de la vidéo plus B2C, du coup. Et ça, c'est quoi comme type de vidéo? C'est du vertical pour les réseaux sociaux ou ça va être... Ouais, beaucoup de vertical pour les réseaux sociaux. Maintenant, c'est devenu... on est passé de YouTube comme plateforme dédiée vidéo à Instagram, qui est devenu maintenant la référence absolue pour la vente de produits principalement, même du marketing perso, par exemple. Donc, le format est passé de l'horizontal à un format vertical et effectivement, maintenant, c'est ce qui domine la majorité de mon activité. Et donc ça, mais pour les marques de luxe, elles te demandent... Parce que, je veux dire, les marques de luxe, ce qu'elles vont publier comme vidéo, ça va être des campagnes de pub, où ça, elles vont avoir souvent, si c'est une marque de luxe, une énorme agence qui va leur faire un énorme truc, et toi, tu vas intervenir que sur la partie sociale, où tu bosses avec des marques de luxe qui sont pas les énormes grands groupes auxquels on peut imaginer, donc tu leur fais toute leur pub, en fait, et tu bosses avec, j'en sais rien, des concepteurs, rédacteurs et des réals et tout. Ça marche comment? C'est géométrie variable, en fait. Ça dépend vraiment des demandes. Donc aujourd'hui... tu parlais de grands groupes, j'ai bossé avec des grands groupes, pas forcément sur des vraies campagnes.
Quand on parle de vraies campagnes, on parle de campagnes avec des budgets de plusieurs millions d'euros, hein, c'est ça la réalité. C'est ça, et des stars en égérie et des trucs comme ça. Ouais. Exactement. Ou en général, d'ailleurs, pour revenir au format vertical-horizontal, on shoot en horizontal. Oui, après tu déclines. Voilà, Ouais. et on arrive à un format vertical qui est décliné à partir de la vidéo horizontale. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mon activité. Ce que je fais, moi, c'est plutôt des vidéos qui vont servir à alimenter régulièrement les réseaux sociaux. Ça peut être des capsules, beaucoup de capsules pour des produits. Ça peut être des vidéos de mise en scène ou de l'interview, typiquement. Ouais. Ça, j'ai l'impression que c'est ton sujet de prédilection, l'interview, un peu, non? J'ai commencé comme ça parce que quand je me suis lancé dans ce métier, il y avait deux approches possibles. Soit faire du généraliste et de faire tout, en fait. Hein. Ça pourrait même être, j'en sais rien, par exemple, des vidéos de mariage, pour te donner un exemple de vidéo. T'as hésité un moment à faire ça? Franchement, non, mais j'aimerais bien monter une agence qui fait de la vidéo de mariage, parce que c'est très compliqué, très, très compliqué de trouver des prestataires, d'avoir des prix et d'avoir surtout une référence, en fait, en termes de prix. Bah ouais, mais je pense qu'il faut faire que ça. Enfin, il faut que tu bosses avec que quelqu'un qui, en effet, gérera 100% cette partie, quoi. Ma vision de la vidéo, c'est qu'il vaut mieux se spécialiser. Donc, le sujet, c'est quand tu fais du corpo, tu fais que du corpo. Si tu veux faire du luxe, tu fais que du luxe. Et idéalement, quand tu fais du corpo, tu fais pas tout le corpo. On pourrait parler, par exemple, de captation live, où là, on filme, par exemple... Un événement. Un événement, exactement. Ou ça peut être des colloques, des assemblées générales de la partie exécutive d'une boîte qui vont se réunir une fois par mois pour parler de l'actualité. Ça, je le fais pas, parce que c'est pas ce qui m'attirait initialement, ça m'attire toujours pas d'ailleurs. Et puis, parce que je voulais en fait vraiment avoir cette spécialisation, effectivement, tourner plus vers l'interview, vers l'interaction, la conversation, et puis développer un narratif. C'est ça ce qui m'intéresse dans la vidéo corpo, en fait, d'échanger au préalable. On va rentrer un peu dans tes chiffres pour comprendre aussi. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'interrogent sur comment pricer tout ça, parce qu'en fait, tu as tellement de vidéastes et de typologies de vidéastes, et puis tu vas avoir des agences qui sont énormes, qui font, comme on disait, des budgets à des millions. C'est important de comprendre, je pense, dans un premier temps, vraiment, comment est-ce que tu peux facturer un TJM, quel type de TJM, etc. Toi, j'imagine qu'on va regarder tes différentes lignes de revenus avec adjacentes, donc ton agence sur le luxe, et l'autre vidéo-content, on va séparer les deux. Faut les scinder, c'est important. Même en termes de positionnement, c'est important de les scinder. Pour garder, tu connais tes chiffres par cœur ou pas? Pas par cœur, mais je les connais quand même pas mal. Est-ce que je vais t'interroger dessus? On va le tester comme ça. Donc on commence par adjacente. Tu m'as expliqué que ta prestation moyenne pour des prestats ponctuels, c'était 6 000 €. Ça correspond à quoi? Donc ça, c'est un volume mensuel. À quoi ça correspond? 6 000 €, déjà, c'est indicatif. C'est variable, on se parle de moyenne, mais sûr. En moyenne, c'est à peu près le prix. Une prestation comme celle-là, j'en ai, on va dire, entre 1, 2 par mois, 3 par mois sur les très bons mois, ça arrive. Sachant que voilà, c'est pas régulier, hein, c'est le problème de ce genre de métier, c'est qu'il faut aller chercher des clients, il faut que les clients viennent à toi, il faut les travailler sur du long terme. Ça, on parlera après juste de ce problème. On y reviendra. Donc ouais, à peu près un volume de 2 commandes comme celle-ci par mois, qui se traitent en 2 à 3 semaines. Ça dépend aussi de la complexité. Pricer mes prestations, c'est très compliqué parce que soit tu vends du temps, soit tu vends de la valeur. En général, quand tu commences, tu te dis je vais vendre du temps parce que c'est ce qui te paraît logique. Je vais passer 2 semaines à faire tel projet vidéo, à faire mon montage, les retours clients, etc. Je vais le vendre, ça va me prendre 2 semaines et je calcule à peu près combien ça coûte par jour. Ça correspond à quoi? Juste 6 000 € à peu près mensuels? Est-ce que ça correspond à 1, 2, 3 projets? Est-ce que c'est un projet? Non, 6 000 €, c'est vraiment c'est un projet. 6 000 €, c'est un projet. Ça comprend une captation, ça comprend, la conception, donc les échanges avec les clients, la réflexion sur le besoin, la réflexion sur le format, tout ce qui se prépare en amont du tournage. Ça comprend une date de tournage. Là, on parle d'une demi-journée, une journée. Généralement, ça se fait. Donc, il y a un seul tournage pour ce montant-là. Un seul tournage, exactement. D'une journée à peu près. Ouais. Et la production de 2-3 capsules dédiées à Instagram. Genre 1 minute chacune. Voilà, exactement. Un peu moins, même en 30-40 secondes. Aujourd'hui, sur Instagram, le temps d'attention moyen, c'est à peu près 30-40 secondes. Donc, on essaie de rester dans cette fourchette-là. Et oui, c'est la production de quelques contenus. Ok. Très clair. Donc ça, c'est un projet, une prestat. En fait, si tu essayes de lisser sur une moyenne à l'année, parce que en fait, le principe d'avoir sa boîte, tu bosses pas, t'es pas payé. C'est un système de freelance. Donc si on fait une moyenne, t'en fais un par mois à peu près de prestat comme ça. On est sur un chiffre d'affaires annuel de 72 000 €. C'est un truc à peu près comme ça? Sur cette ligne-là, oui, à peu près. Ouais. Oui, juste sur cette ligne-là. Oui, bien sûr. Toujours sur cette partie luxe. Est-ce que tu as d'autres formules, on va dire, de rémunération? Très rapidement, que ce soit dans le luxe ou pour le corpo, ma réflexion, c'était de me dire comment je peux faire pour limiter la prospection au maximum, éviter d'avoir l'angoisse de la fin de mois et de se dire j'ai pas de clients, comment
comment je vais trouver un client, etc. Donc, Qui est l'enfer de tous les indépendants. de tous les indépendants. Ils doivent faire ce qu'ils aiment faire, ce qui est leur métier, plus Exactement. être sales, en fait. Et ça, c'est quand même un vrai problème. C'est un peu le souci. Et donc, l'idée, c'était de proposer des forfaits, en fait, très rapidement, proposer de la gestion, de la stratégie de contenu, c'est comme ça que je l'appelle, où on développe du contenu à l'année. Donc, pour Fidéliser moi, sa clientèle, avoir un revenu récurrent. et proposer des services complémentaires à la vidéo. Je pense que ça, c'est aussi une des clés de voûte pour pouvoir vraiment développer son activité. Ça, comment ça marche? Tu leur factures un prix fixe par mois Oui, et, exactement. en échange de 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos, un truc comme ça. Exactement. Et Donc, c'est quoi le prix fixe du coup pour un client sur la partie luxe? Sur la partie luxe, un exemple d'un forfait, j'ai un forfait à 5 000 € par mois. Ça comprend, alors sur l'année, ça comprend 20 jours de tournage, 20 jours complets de tournage, avec de la production de contenu. On est sur à peu près 30 à 40 vidéos. Je dis 30 à 40, c'est une fourchette un peu large, mais en fait, je propose des formats spécifiques à mon client. Donc ça va de la toute petite capsule Instagram de 10 secondes à un format plus élaboré, type mini-documentaire, par exemple, qui peut être diffusé sur YouTube ou sur leur site web. Et donc, en complément de cette prestation, je propose aussi de l'animation de leur réseau à partir des vidéos. Donc, ok, d'accord. Voilà. Tu gères les réseaux sociaux. Je gère les réseaux sociaux. Alors, ça dépend des clients. Cet exemple de forfait-là, c'est un client qui est une petite structure, qui n'a pas la possibilité d'internaliser ce genre de compétences, que ce soit la vidéo ou le community management, et donc je leur propose des services complémentaires. Donc ton TJM, on va dire, est baissé, mais en fait, eux t'assurent un revenu récurrent. Donc ça, tu me disais que toi, t'en avais 2 en ce moment, c'est ça, des forfaits comme ça avec tes clients? J'ai 2 forfaits en ce moment. Ok. Ouais. Donc 10 000 €, peut-être tu leur fais une petite réduction, un peu moins de 10 000 € au total pour les deux. C'est ça, exactement. Je propose en fait 110, 115 000 €. Donc, et là-dessus, donc sur Adjacent, pardon, on est quand même à plus de 180 000 € de chiffre d'affaires, 186 000 précisément ce que tu m'avais dit de chiffre d'affaires. Après, bon, il faut trouver les boîtes qui ont des besoins. Enfin, je me disais, pour faire 30 vidéos... Enfin, oui, non, mais en fait, t'as plein de boîtes qui ont besoin de remplir leur Insta. Et, ouais. Pour le luxe, oui. Pour le corpo, c'est plus compliqué. Le corpo, c'est pas que je le fais un peu moins, c'est que je le délègue beaucoup. En fait. Ok. Parce que j'en ai fait beaucoup, donc je connais bien le métier. Et en fait, dans le corpo, il y a un peu moins d'innovation, que ce soit en termes d'image ou de stratégie en général. Après, avec l'IA, je veux dire, il y a plein de trucs qui peuvent... Enfin, c'est facile de faire plein de vidéos automatiquement et tout sur des trucs plus corpo et des trucs sur lesquels tu as moins besoin de créativité. Donc, je veux dire, sur les chiffres là-dessus, tu calcules comment? Tu factures au TJM? Combien tu fais par mois? Alors, le temps rentre en compte. On parle de vidéo content ou de adjacent? De vidéo content. Ok, pour du corpo, oui, le temps rentre en compte parce que c'est des sujets un peu plus longs à traiter. En fait, quand on traite une interview, ça prend plus de temps que de traiter un tournage produit, par exemple. Pour moi, j'en parlais tout à l'heure, ce qui est important, c'est pas forcément le temps passé. On peut mettre 2 choses en opposition, le temps passé et la valeur apportée. Si je suis un débutant dans mon métier et que je viens de me lancer et que je passe 3 semaines sur un projet, parce que je suis débutant et que j'ai besoin de plus de temps pour bosser. Ouais. Voilà, je vais pas me vendre plus cher que le mec qui a 10 ans d'expérience et qui peut faire ça en 2 jours. Donc ça, c'est vraiment un sujet important à comprendre. Ton temps est juste moins rentable au début, quoi. Exactement, c'est exactement. Mais là, toi, sur ton calcul, tous les mois, combien tu fais sur Video Content? Vidéo Content, c'est 1 ou 2 prestations de petits projets qui vont rapporter entre, on va dire, 2 et 5 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est des petits projets. Et un forfait qui est en cours actuellement, qui est un des derniers forfaits que j'ai actuellement sur cette entreprise, qui rapporte à peu près 2 500 € par mois. Et ça, tu leur fais quoi? Tu leur fais un truc par mois, une vidéo par mois ou pareil, plus, comme sur Adjacent, un volume en fait, de tournage par an. 2500, ça correspond à combien de livrables? Ou de jours de tournage ou les deux? C'est à peu près une quinzaine de livrables. 15 livrables par an? Par an. Mais pareil, ça peut être des toutes petites capsules ou des formats plus longs. Et pour le corpo, c'est aussi un peu différent parce que c'est plus normé, c'est des formats beaucoup plus stricts. Donc, en général, contrairement à Adjacent où je vais vendre en fait un package de vidéos avec des durées variables en fonction des besoins du client tout au long de l'année, pour Vidéo Content, je vais vraiment définir 3 ou 4 formats qu'on va développer
développé à partir d'un rétro-planning. Donc sur Vidéo Content, tu fais quand même 50 000 euros par an, j'ai l'impression. Exactement. 50 000 euros par an. On se rappelle de nos 186 000 euros sur donc, l'autre boîte adjacente. Donc on est sur un total de 236 000 euros. Bon, j'imagine que c'est une moyenne. T'es quoi? T'es autour de 240 si on l'arrondit, un truc comme ça. C'est mon chiffre d'affaires sur Chiffre toute l'année dernière, en fait. Ah ok, c'est ton chiffre d'affaires. Non, c'est vraiment une photographie exact, de ce que j'ai fait l'année dernière en termes de CA. Évidemment, il y a eu une grosse progression quand j'ai commencé. Je n'étais pas du tout là. Parle-moi de la sous-traitance. Comment tu bosses? Donc toi, la partie sous-traitance, c'est combien de pourcentage de ton chiffre d'affaires à peu près? C'est à peu près 30% par an. Donc si tu fais le calcul, 60-65 000 euros qui sont juste pour tes freelances. Est-ce qu'en 2 mots, tu peux expliquer combien de personnes, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que tu sous-traites pas? Depuis 5 ans, en fait, j'essaye d'alimenter mon réseau de freelance pour pouvoir développer plus de projets. Donc les freelances à qui je vais faire appel, ça va être des cadreurs, ça peut être des réalisateurs indépendants, ça peut être des motion designers, beaucoup pour la voix off aussi. Maintenant, ça se fait un peu moins avec l'IA d'ailleurs, mais j'en utilisais beaucoup. Et depuis 5 ans, j'ai développé un réseau d'à peu près une trentaine de freelances que je connais vraiment très bien, avec qui j'ai déjà bossé sur des projets. Ils sont soit affectés directement au forfait que je vends à mes clients, donc ils vont avoir des tâches régulières. Ils sont dans le devis. Ils sont déjà intégrés dans le devis. Typiquement, je pense au community management que je gère en partie pour certains de mes clients, mais que j'externalise du coup pour d'autres. Et puis des prestats, enfin des freelances du coup à qui je vais faire appel ponctuellement pour une prestation particulière. Parce que là, le montage va te prendre plein de temps, donc tu demandes à quelqu'un de t'aider pour la post-prod, pour le motion. Et toi, tu sais faire tout ça? Tu as toutes ces compétences-là? Ouais, moi j'ai vraiment appris sur le tas. Donc j'ai emprunté un caméscope à ma mère pour commencer à filmer. Ensuite, j'ai appris à faire du montage sur Premiere Pro à l'époque, qui était la référence. On va finir notre petit calcul. Donc, dans les charges variables, sous-traitance, entre 30 et 35% de ton chiffre d'affaires, entre 60 et 65 000 euros. Tu loues du matos en plus. On va parler après du matos que tu as, toi, qui représente de l'amortissement dans les charges. Là, on parle du matos que tu loues parfois ponctuellement en plus. Très ponctuellement. C'est quoi? C'est moins de 5% de ton chiffre d'affaires moins de à l'année? 5%. Clairement, j'ai quasiment tout en propre. C'était aussi... Donc c'est quoi, 1-2% de ton chiffre d'affaires juste pour... à peu près 2%. Ça 2%. Représente, ça peut être 4-5 000 euros par an. 4-5 000 euros par an. Tu as tout l'environnement, des stockages, etc., qui sont des choses qui vont être des besoins directement liés à ton chiffre d'affaires, pareil. Donc ça compte comme une charge variable. Ça peut être un peu plus important parce que c'est des choses qui sont très chères. Donc on va pas rentrer dans les détails techniques, les SSD, NAS, etc. Trucs. Ça, c'est à peu près quoi à l'année Ça représente, je pense, entre 5 et 10% à peu près. Entre 5 et 10%, donc 15 000 euros à peu près. Donc là, on est déjà 64, 5, 15, on est à peu près 80-85 000 euros sur nos charges variables. On pourrait penser que c'est tout, mais non, j'imagine qu'il y a quand même des trucs un peu fixes, genre studio, genre tout le matos que tu as dû acheter. On va commencer par le matos parce que moi, dans ma tête, c'est le truc le plus cher. Oui. Pourquoi? Parce que nous, ici, on a du matos. Je sais ce que coûte une caméra, une très bonne caméra. Donc, Greg, quand il est arrivé dans le studio, il a directement spoté caméra. Ah ouais, vous avez ça, ok, très bien, ok, super et tout. Je sais combien ça coûte. Donc tu sais combien on est entouré de gros paquets d'argent là autour de nous. Ça va vite et encore, Et encore, ça va, on est low-key. Ça peut aller très très vite. Et donc, le matos, tu as dû investir au début. J'imagine que tu investis petit à petit. Mais parfois, tu dois faire des investissements pour une cam de 10, 20 000 euros. C'est ça. C'est exactement ce que j'ai dépensé l'année dernière pour acheter une caméra, sans objectif, sans carte SD. Donc l'année dernière, tu as dépensé à peu près 20 000 euros, c'est ça? Un peu plus, ouais. Un peu plus, je pense entre 30 et 40 000 euros plutôt. 30 et 40 000 euros, ok. Parce que quand on achète la caméra, on n'achète pas que les caméras, on achète du coup les objectifs, on achète les cartes, on achète... Les objectifs, un objectif, ça peut coûter, mais tu as des objectifs qui coûtent 15 000 euros. De toute façon, les objectifs énormes de paparazzi ou de mecs qui photographient des oiseaux, c'est des objectifs ciné, où là, on peut même dépasser allègrement la barre des 100 000, 200 000 euros pour une série d'objectifs de haute qualité. Mais non, aujourd'hui, j'ai pas des objectifs qui valent des dizaines de milliers d'euros. J'ai des objectifs qui peuvent valoir entre 2 000 et 4 000 euros, ce qui est déjà beaucoup. Ce qui vaut son pesant de cacahuètes. Exactement, et puis il en faut plusieurs, évidemment, parce que c'est des objectifs fixes. Mais oui, l'achat de matériel, c'est un point important. Ça n'a pas besoin de se faire d'année... Enfin, j'investis au fur et à mesure, d'année en année. En fait, c'est quand tu as de la trésor, quand tu as un fonds de roulement, tu sais que tu peux te permettre, quand que tu sais que tu as de quoi voir venir. Quand il y a vraiment une innovation technologique qui est incroyable et qu'il faut se mettre à la page, c'est là où il faut changer le matériel. En général, on va dire que ça intervient... C'est tous les 3 ans. Ouais, 3-4 ans, c'est ça, 3-4 ans. Donc c'est quand même... c'est en amortissement, du coup, ça te correspond à quasiment 3 000 euros par mois. Si on prend une base de 35 000 euros de dépenses, finalement, tu vois,
Après, sur cette année, oui, mais alors il y a de l'amortissement à 5 ans et à 3 ans, parce Ouais, que oui, c'est il y vrai. a du matériel qui dure très longtemps aussi. Je pense par exemple à des trépieds. Oui, oui, Si on les maltraite pas trop, un très bon ça trépied peut durer très longtemps. qui vaut 2500, 3000 euros, au moins l'avoir 5 ans en Ouais. usage sans qu'il soit cassé ou quoi que ce soit. Les objectifs, Oui, donc typiquement, ne perdent pas de c'est... valeur non plus, quasiment pas. Ce qui vraiment s'abîme le plus rapidement, oui, ça va être les caméras, ça va être tout ce qui est ordinateur aussi, évidemment, tout ce qui est informatique. Ouais. Oui, mais donc sur l'année dernière, on est plutôt sur un amortissement qui correspond à 35 000 euros. Après, tu as des années où c'est beaucoup moins, donc Ouais, exactement. on le lisse Ça un se peu. lisse. Si on regarde les autres dépenses en 2 secondes dans les charges qu'on appelle fixes, tu as local ou studio, tu vas nous dire, du logiciel quand même, j'imagine pas mal. Et puis ensuite, des plus petites dépenses qui vont être l'assurance, la compta, du marketing, des outils de prospection peut-être un peu, et puis des trucs de fonctionnement, téléphone, etc. Si on essaye de dérouler tout ça, logiciel stockage, tu sais à peu près combien ça te coûte? Je pense à peu près entre 600 et 800 euros par mois. Ça peut être... Donc, ouais, 8 000 et quelques par an. Ouais. Tu bosses où? Je bosse de chez moi, parce que je peux déduire Une partie du loyer, c'est ton... voilà, de Ok. mes impôts, exactement. Et du coup, T'as un studio chez toi où tu montes, j'ai enfin, vraiment, tout à tout. Ouais. pour le coup, une pièce dédiée Ouais. avec tout le stockage du matériel, avec ma station de montage. J'ai un vrai bureau dédié. Ouais. Ok, et puis ensuite, bon, les outils de... Juste, pardon, sur tes logiciels et le stockage, qu'est-ce que tu utilises? Il y a quoi dans les 600-700 euros? J'utilise la suite Adobe, on parlait de Premiere, donc j'ai toutes les suites Adobe, ça coûte à peu près 100 euros par Ouais. mois, je pense, si je dis pas de bêtises. J'ai beaucoup de banques son, banques d'images, banques d'effets, d'outils. Genre Artlist pour le son, des trucs comme Exactement, ça. Artlist, ça peut être Storyblocks, ça peut Ok. être Epidemic Sound, toutes les banques que je vais utiliser Des régulièrement. banques, quoi d'autre? Banque d'images? Banque d'images, je vais avoir des logiciels de retouche photo quand il y a des besoins qui ne sont pas forcément de la suite Adobe pour le coup. J'utilise beaucoup Luminar typiquement qui va me coûter à peu près 40 ou 50 euros par mois. Sur ces 600, tu m'as dit 700 pardon, Ouais, euros que c'est tu ça. dépenses, si demain je démarre, je veux me lancer en vidéaste, donc c'est toi il y a 7 ans, je suis freelance, c'est quoi le truc nécessaire? C'est quoi la base? Pour monter une vidéo aujourd'hui. CapCut, un iPhone. Bah, en réalité, ça pourrait, 0 euros. ça peut. Ouais, en fait, tout le monde peut commencer. En fait, aujourd'hui, avec ce qu'on a dans la poche, clairement, on peut faire des Et vidéos si tu le fais extraordinaires. ambiance caméra, vraie caméra et horizontale, c'est quoi la base? C'est un petit boîtier avec un objectif zoom qui vaut peut-être 1000 euros à la Fnac. Et ça permet de commencer sans difficulté. En logiciel, il y a des logiciels gratuits. On parlait de Premiere et DaVinci Resolve. Resolve est complètement gratuit. Alors, pas complètement, mais il y a la majorité de ce dont pourrait avoir besoin un débutant est déjà dedans. Donc t'as pas du tout besoin de dépenser tout ça au début, on est d'accord. C'était juste ça le jeu. Ah, pardon. Au début, non mais dans le sens au début, si tu démarres, Ouais. t'as pas besoin de dépenser autant. Non, je pense que non, tout dépend de l'usage, mais oui, déjà un téléphone, un logiciel de montage sur le téléphone, ça peut faire l'affaire Ok. pour commencer, c'est suffisant. Après, un débutant qui veut investir un petit peu, je pense qu'aux alentours de 1 500 euros, il peut largement se lancer. Pour le matos et les logiciels. Ouais, exactement. Faut les faire les Ouais, 1500 c'est compliqué, euros. c'est Mais bon. compliqué. C'est au moins Ça- 2 prestations. Ouais, c'est ça. Donc, mais bon, tout ça vient, j'imagine, un peu petit à petit, mais t'es obligé d'investir un peu. Mais ça reste abordable et faisable. Donc, sur toutes les autres charges qu'on a dit, tout ce qui est assurance, marketing, etc., tu me disais que c'était quoi, 1000 euros par mois à peu près, un à truc peu comme près, ça. c'est ça, ouais. Environ Donc, 1000 on a euros. de l'assurance, on a les trucs de La téléphone. comptabilité, la RC Pro qui coûte un peu de sous, assurer une partie du matériel, et puis bien sûr téléphone, électricité, etc. Toutes les charges classiques qu'on pourrait avoir sur une société. Moi, je fais pas beaucoup de marketing. Mes clients viennent à moi un peu naturellement, par le bouche à oreille. Donc, j'ai un site web qui a été piraté l'année dernière que je n'ai jamais remis en route. Tu l'as fait sur quoi? Il faut que tu le fasses sur Squarespace. Euh, J'aime Squarespace. je sais. On aime tous Squarespace. Squarespace. Non, mais c'est très efficace, Squarespace. Blague à En part, vrai, ouais. c'est une excellente solution SaaS pour développer un site. Moi, je le fais avec Frame.io, qui est... Framer, pas Frame.io. Non, Frame, ça c'est autre chose, c'est pour les Frame.io, retours de c'est vidéos. pour les retours clients, qui fait J'aime- partie des logiciels que j'utilise d'ailleurs J'aime pour mes tellement retours Frame. clients. J'aime tellement. Très efficace, ouais. Avec Ça, Iris qui est juste là, on utilise Frame tous les jours. c'est très, très efficace. J'utilise Vimeo et Frame.io, en Ok. fait. C'est deux solutions, et ça a un coût assez conséquent. Alors, Frame.io, maintenant, c'est terminé parce que c'est dans la suite Adobe, mais Vimeo coûte assez cher, et c'est un outil qui est extrêmement pratique pour partager les contenus, recueillir les retours clients. Pour tes clients, ouais. Stocker les Donc contenus. c'est un outil, en gros, c'est comme
c'est un outil où juste tu commentes aux bons endroits dans la vidéo, etc. Exactement. Bref, c'est très efficace, c'est super. Mais c'est ça à peu près, Ok. cumulé entre la comptabilité et Ouais, le reste des charges, à peu près à 1000 euros par mois. Donc, sur toutes ces charges qu'on appelle donc fixes, qu'on a commencé à faire à partir des amortissements de matériel, on est à 60 000 euros, peut-être même un peu plus. On était à 80-85 000 euros sur tes charges variables, donc tout ce qui est sous-traitance et les extras de matériel de temps en temps. On est à peu près 150 000 euros de charges sur 230 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, il nous reste 90 000 euros, un truc comme ça. Je le fais à super grosse maille. 90 000 euros, tout ça, tu ne t'es pas payé. Toi, tu t'auto-factures tous les mois dans ta URL, j'imagine? Alors, soit je me paye en dividende, soit je me paye un petit salaire qui n'est pas un salaire, qui est effectivement une facturation de gérant. L'objectif sur ce genre de structure, c'est d'avoir... un fonds de roulement. Ouais, exactement, et de se payer le moins possible en salaire pour récupérer des dividendes qui sont un peu moins taxés. Ouais. Ça, c'est vraiment important. C'est 90 000 euros qui restent à la fin. Donc ça fait, si je le mets par mois, alors c'est par mois en brut, hein, mais mettons que tu ne laissais rien en fonds de roulement et que tu te payais tout, ça ferait à peu près 6 000, entre 6 et 7 000. Sauf que tu as tout un tas de charges à payer. Enfin voilà, donc c'est évidemment pas toi ce que tu te verses, mais c'est ce dont tu disposes. Et après, tu joues avec ça entre ce que tu mets sur ta boîte, ce que tu mets... toi en perso pour vivre et ce que tu laisses en fonds de roulement, soit pour te verser des dividendes à la fin de l'année, soit pour justement avoir un peu de cash pour avoir de quoi voir venir et donc investir dans du matos ou autre. Je trouve ça hyper bien, j'ai l'impression. Enfin, je veux dire, les calculs sont bons, Kevin, dans le sens où je trouve ça hyper prometteur que tu gagnes autant et que tu marges autant en étant tout seul, en n'étant aucun employé. Donc, quelque part, tu es quand même assez libre. Tu as besoin tout le temps d'avoir du revenu récurrent qui revient et tout. Mais tu as quand même, j'ai l'impression, réussir à construire toute une espèce d'écosystème qui te permet de ne pas devoir salarier des gens tout en faisant pas mal de volume, quoi. Donc... Ouais, ça a pris du temps. Le déroulement naturel de la vie a fait que forcément, mes charges personnelles ont augmenté. Et ouais, les 2 premières années de boîte, c'était assez compliqué. L'augmentation du chiffre d'affaires, là, c'est quand même un x10 en l'espace de 5 ans à peu près. x10 en l'espace de 5 ans, Ouais, c'est hyper prometteur. Je hein, faisais entre 25 et 30 000 euros de chiffre d'affaires ma première année. Donc autant dire que je pouvais même pas me payer. C'était pas envisageable. Enfin, je me payais, mais très peu. Et tu vivais sur ta boîte. Enfin, du coup, tu vivais... Je me débrouillais en vivant un peu sur la boîte, en me faisant aider. Enfin, voilà, c'était... Et ça, c'était donc pendant 2 ans au début. Ouais. Et quelqu'un qui se lance dans ce métier-là, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? De ne pas se baser que sur ce qu'il aime, en fait. Il faut aussi apprendre à se faire un peu mal et aimer vendre, aimer résoudre des problèmes. Et donc, voilà, ça, c'est un conseil ultra important que je donnerais à un free qui se lance aujourd'hui. C'est pas que du montage et des captations. Ça, c'est une toute petite partie du métier. J'aimerais qu'on fasse un petit chapitre, 2 secondes, sur comment fixer ses prix. Et pour les vidéastes qui vont nous écouter là, et aussi pour des clients pour savoir où est-ce qu'ils se font avoir, pas avoir, enfin à quel moment est-ce qu'ils peuvent... voilà. Si tu as 2-3 tips ou 2-3 trucs à raconter là-dessus. À l'époque, ce que je faisais, c'est que je regardais le temps passé. Combien de temps j'allais passer sur un projet et combien j'allais facturer au client. C'était quoi ton TGM? J'avais pas vraiment de TGM parce que comme j'étais ultra débutant, je pouvais passer 2 semaines sur un montage d'une vidéo de 2 minutes typiquement parce que il fallait faire du motion design, il fallait faire ceci. Donc, je pense que par jour, je devais peut-être être à 50-60 euros par jour. À peu Donc près. c'est faible. Ouais, c'est très faible pour le coup. Aujourd'hui, si tu devais te mettre un espèce de TGM moyen sur tout ce que tu fais. Très difficile à faire parce que j'essaye de ne pas réfléchir en termes de temps. Et ça, c'est vraiment, je mets un point d'orgue à ne pas me dire combien de temps ça va me prendre. Je sais à peu près combien de temps ça va me prendre, mais je ne veux pas facturer le temps que je vais passer. Pour moi, je facture à la valeur que j'apporte au client. Ouais. Si le client, je lui fais une vidéo de 30 secondes qui lui rapporte potentiellement, je ne sais pas, des milliers, des 100 000, millions. 100 000 prospects, c'est pas logique que je lui facture la vidéo de 30 secondes qui est très bien foutue, sur lequel j'ai pu passer, j'en sais rien, une journée, 2 jours, peut-être 2 semaines, à un prix fixe. C'était quoi ton plus gros coût ever en one shot, pas en forfait? En ma plus grosse prestation, j'ai fait une prestation à un peu plus de 50 000 euros. Pour moi, c'est beaucoup. C'est énorme. Bah, par rapport à ton chiffre d'affaires. Ouais, c'est beaucoup. C'est dingue. Et c'était quoi? Sans citer, mais... C'était une captation, un mélange de captation live et de production de contenu produit. Donc, une captation live d'un événement et ensuite de la production de contenu produit autour du lancement de ce produit. Hein. Pour ça combien de livrables? 2 gros livrables? C'était très peu en termes de livrables. J'ai fait 3 livrables de 30 secondes, mais très élaborés. Et j'en reviens à comment tu prices. C'était beaucoup de taf. C'était beaucoup de taf parce qu'il y avait un gros travail de conception, de pré-production, ensuite un gros travail de montage, un gros travail d'étalonnage qui est un point ultra important. Ça, t'as fait bosser plein de gens ou t'as fait toi-même? Ouais, j'ai fait bosser pas mal de monde. Ouais.
Et tu sais combien t'as margé là-dessus à peu près en moyenne? Je pense que j'ai margé à peu près à 30%, ce qui est la marge que Ce qui est pas j'essaie mal, hein. d'obtenir. Et c'est la marge que tu essayes d'avoir de manière Tout le temps, générale, oui. tout le c'est temps. ce En que général, je calcule à peu près et j'ajoute 30%. Ok. Ouais, Juste un truc. Qu'est-ce qui a évolué rapidement les dernières années et surtout les derniers mois avec l'IA? L'IA, ouais, il y a deux manières de le voir. Tu as beaucoup de gens qui ont très peur de l'IA et ça, je Non, pense mais que ça, c'est commun à tous les métiers. Et pour les gens qui veulent apprendre à le maîtriser, qu'est-ce que ça a changé? Concrètement, Ou est-ce que toi, tu utilises des trucs? Moi, j'utilise de l'IA. J'en utilise beaucoup maintenant sur des tâches très, très spécifiques. J'utilise de l'IA sur des logiciels de montage pour créer mes sous-titrages, ce que je faisais manuellement avant ou que j'externalisais. Donc ça se fait automatiquement maintenant. C'est magique. Une transcription IA d'une interview automatiquement. Je fais beaucoup de traductions pour tous les contenus multilingues, beaucoup de traductions IA. J'utilise l'IA aussi pour tout ce qui est phase de conception, pour élaborer des scripts, lui faire cracher des idées, comme en fait brainstormer. J'utilise beaucoup pour brainstormer autour des concepts que je peux développer pour mes contenus. Et j'utilise aussi d'une manière un peu détournée maintenant, où je crée des transcriptions, par exemple, de mes interviews que j'injecte dans le ChatGPT et je demande de me créer des structures. Raconter une trame, etc. Voilà, exactement. Je vais te poser quelques petites questions que je pose toujours un peu à la fin des épisodes. C'est quoi le plus gros cliché qu'on te dit tout le temps sur ton job? Le plus gros cliché, c'est t'as une super caméra. C'est normal, tu fais des super images parce que t'as une super caméra. Alors que, ouais, j'ai une super caméra, mais en fait, avant de savoir l'utiliser, il faut des années de pratique. L'image, elle se crée autour de la lumière, elle se crée. Donc ça, c'est des mecs avec qui tu bosses ou d'autres vidéastes qui disent non, mais toi, normal, c'est grâce à ta caméra. C'est plutôt les clients. Non, les vidéastes savent en général, mais beaucoup les clients qui disent. Genre, ils voient la gueule de ta caméra. Ah ouais, c'est une super caméra. Est-ce que t'as une grosse galère? T'as eu une très grosse galère? Ta plus grosse galère? On a parlé de ton plus gros coup tout à l'heure. Une grosse galère, j'en ai souvent sur des tournages. Un petit détail qu'on voit pas qui en fait n'est pas du tout un détail, ça arrive très souvent. Le plus gros problème que j'ai eu, j'ai interviewé pour un de mes clients le créateur de l'échographe, le mec qui a inventé l'échographe. Ok, c'est très drôle. Qui est un professeur emeritus de Harvard. Qu'on remercie par ailleurs pour cette invention extraordinaire. Qui a été mandaté par la boîte, qui est venu parler pour la boîte par laquelle je travaillais. Et je devais faire une interview avec lui. Je fais l'interview, ça se passe super bien. Un monsieur assez âgé, très, très sympathique, très avenant, qui était très content de faire cette interview. J'enregistre tout, je remballe mon matériel, j'arrive chez moi, je mets les cartes SD dans l'ordi. Et là, en fait, il n'y avait pas de son. Pas du tout de son. Et t'avais pas de retour, toi? J'avais un retour, mais il s'est déconnecté. En fait, son micro s'est déconnecté pendant l'interview. C'était un micro-cravate. Oh là là. Et donc, j'ai eu du son. Ça, c'est vraiment le pire truc. 4 secondes, le moment que... j'exagère, peut-être 15-20 secondes, le moment où j'ai fait le test. Et quand j'ai lancé l'interview, ça s'est coupé. Et donc, violent, parce que le mec partait le lendemain matin très tôt. Du coup, j'ai dû faire un shoot avec lui dans la nuit. Et il a accepté de refaire l'interview. Mais ça, c'était très chaud. Ça, c'est chaud. Voilà. Donc la leçon, c'est garder un casque pendant toute la durée de l'interview et depuis, leçon, tu n'as plus jamais enlevé ton casque. La leçon, c'est l'audio est limite plus important que l'image. Si l'image n'est pas bonne, tant que ça enregistre, c'est bon. Mais, et ça se rattrape un peu quand même. Et l'audio, par contre, c'est un gros sujet chez nous aussi. On en a parlé pas plus tard que hier de ça. Et nous, on a dit à nos vidéastes, en fait, à partir de maintenant, si vous n'avez pas de casque quand on enregistre, on refuse de tourner. Logique, voilà. Logique. Non, mais je comprends. Voilà. Très rapidement, ce que tu préfères, ce que tu aimes le moins? Ce que je préfère, c'est tout ce qui est résolution de problèmes, réfléchir aux problèmes que rencontre mon client ou son produit. Ça, c'est la partie qui m'anime le plus parce que c'est un échange et c'est là où en fait on arrive à définir ce qu'on va produire. Ce que j'aime le moins, c'est quand j'ai produit quelque chose qui est exactement ce que m'a demandé le client, mais qui me demande de tout changer. Ça. Et ça arrive quoi, une 9 fois sur 10? Alors ça arrive de moins en moins. Ça arrive de moins en moins parce que j'ai des contrats, j'ai des manières de gérer mes prestations qui sont très très carrées. Une de mes dernières questions, c'est quoi ton plus grand rêve lié à ton métier? Je pense que j'en ai deux. J'en ai un qui serait de participer à la création d'un long métrage. C'est compliqué de le faire avec mon métier actuellement parce que je peux pas gérer 2 agences et plancher sur ces sujets-là, mais c'est vrai que ça me plairait beaucoup de travailler peut-être avec un directeur de la photographie ou un réal pour développer un projet plus conséquent. Et le deuxième rêve que j'ai, ce serait de vraiment développer, fédérer un vrai réseau de freelance à très grande échelle, peut-être plusieurs milliers de freelance. Tu peux concurrencer Malte? Non, je peux pas concurrencer Malte, que j'utilise beaucoup d'ailleurs. Ouais. En fait, gérer suffisamment de projets pour pouvoir fédérer un réseau de freelance. Ça, c'est trop bien. Ouais, je comprends trop. Ouais. Super. Greg, merci beaucoup. C'était trop bien. Merci d'être venu. Et puis, à la semaine prochaine sur Combien ça gagne. Bisous. Ciao.